Ben voilà, il y a un moment, je veux dire, on ne peut pas parler de poésie sans s'attaquer au mythe, à la légende, au dieu de la littérature, Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo, c'est une vie en superlatif, c'est une œuvre en superlatif, c'est impossible d'en parler simplement. On est tellement sur quelque chose de grand, tellement sur quelque chose de fort, tellement sur quelque chose qui va vous plaire. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Comme j'aime victorhugo.fr, quoi. Faut dire qu'entre ses romans, son théâtre, ses poésies, tout est mondialement connu, lu, traduit, enfin c'est complètement incroyable. Et il faut savoir que Victor Hugo n'a pas été seulement un grand écrivain, c'était aussi un dessinateur, un peintre, plutôt bon. Il n'y a qu'un seul art qui l'ait pas approché, c'est la musique, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, et c'est surtout, comme Léopold Sédar Senghor ou Aimé Césaire, un écrivain engagé dans une vision politique. Alors Victor Hugo et la politique, c'est un mariage de raison et un mariage d'amour. Très jeune, il prononce une phrase étonnante « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Et Chateaubriand, c'est à la fois un très grand poète, mais c'est aussi un ministre des Affaires étrangères. Victor Hugo aspire à une carrière politique, à une reconnaissance de son engagement politique, mais comme il vient d'une condition assez modeste, il a besoin de farfouiner dans les arcanes du pouvoir et, au fur et à mesure, de créer sa position. Et c'est pour ça qu'on va l'accuser beaucoup d'opportuniste au début, parce qu'il faut voir qu'il est parti en étant royaliste pour finir républicain, il est plutôt de droite conservatrice au début, il arrive à devenir réformiste de gauche, c'est quelqu'un qui va évoluer. Finalement, on considère qu'il n'est fidèle qu'à sa propre conscience. Il n'empêche qu'il va quand même avoir des engagements particulièrement modernes à son époque, parce qu'il va s'engager contre la peine de mort, qui va arriver quelques cent ans plus tard, contre le travail des enfants, pour l'école obligatoire et gratuite pour tous, contre la misère, il a un engagement social, il veut réduire cette fracture sociale des années avant Chirac. C'est quelqu'un qui est très conscient des pauvres, et c'est pas pour rien qu'il écrit Les Misérables. Il va s'engager aussi pour le droit des femmes, l'équilibre du droit entre les femmes et les hommes. Ça, c'est quelque chose, c'est un très grand féministe. Et puis, il va même penser une sorte d'États-Unis d'Europe, pardon. Les États-Unis d'Europe, c'est quelque chose qu'il va beaucoup défendre, une idée qu'il considère comme étant la marche naturelle de l'histoire. Voilà, quelques 100 ans avant la création de la communauté européenne. C'est un vrai visionnaire. Et lors de toute cette expérience, il nous sort un poème que je trouve formidable, qui s'adresse à des jeunes gens, mais qui, je pense, peut s'adresser aussi à nos hommes politiques d'aujourd'hui, et qui s'appelle « Les mots ». Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut partir d'un mot, qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Non, non, non. Alors voilà, il enchaîne sur ce poème avec l'histoire de ce mot que vous sortez à propos de quelqu'un, tout seul dans votre chambre, et immédiatement, dès que vous prononcez le mot, paf, il part, et alors on voit tout le parcours qu'il fait, il traverse Paris, il monte la chambre, tout ça, et il arrive directement dans l'oreille de la personne dont vous avez parlé. La grande leçon de ça, c'est de dire, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, à un moment ou à un autre, on le saura. Alors si la vie publique de Victor Hugo en tant qu'homme politique et en tant qu'écrivain est extrêmement mouvementée, il se passe énormément de choses, on est pour ou contre ses écrits, pour ou contre ses engagements politiques, c'est quelqu'un qui se bat, qui s'invective, qui se défend. Sa vie personnelle, elle, n'en est pas moins un long fleuve tranquille. C'est quelqu'un qui d'abord aime beaucoup les femmes et donc a beaucoup de maîtresses, notamment Juliette Drouet, avec qui il va avoir une correspondance complètement incroyable qu'on peut lire aujourd'hui, mais aussi et surtout la femme qu'il aime plus que tout au monde, qui est sa fille chérie Léopoldine. Et il va y avoir un drame dans sa vie personnelle, en 1843, quand Léopoldine, dans un bête accident de canot, va mourir noyée dans la Seine. Il va perdre sa fille, ça va le tuer complètement, il va pas écrire pendant un peu moins de 10 ans, ni roman, ni théâtre, ni poésie, c'est terminé. Il va s'engager plus dans la politique à ce moment-là. Et surtout, il va écrire un des plus grands poèmes de la littérature qui s'appelle « Demain dès l'aube ». Il est extraordinaire, ce poème. Il est très très beau. Et il commence comme ça. « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. » Alors c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression d'un chevalier blanc qui va partir retrouver sa dulcinée, c'est presque épique comme introduction.
Alors qu'en fait, à la fin, on se rend compte qu'il s'adresse à sa fille qui est morte et il lui dit « Je partirai, mais je partirai pour aller fleurir ta tombe ». Donc c'est un poème qui nous emmène dans des émotions qui sont très très différentes. Je vous invite vraiment à le lire, c'est quelque chose de très beau, de très marquant. Mais comme quoi, la vie intime de Victor Hugo a aussi une influence sur son œuvre. Alors une vie intime mouvementée, des drames terribles, mais dans sa vie politique aussi, c'est catastrophique. Il a un ennemi par-dessus tout, quels que soient ses engagements et puis sa versatilité politique. Il y a un ennemi, c'est Napoléon III. Napoléon III, c'est d'abord le président des Français, ensuite l'empereur des Français. C'est aussi le neveu de Napoléon Ier. Et Victor Hugo le déteste absolument. Il ne supporte pas les coups d'État successifs auxquels Napoléon III s'adonne pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et du coup, il va essayer de lutter farouchement contre lui. Lui qui ressemble d'ailleurs étrangement au fondateur de KFC, et je pense qu'on tient là quelque chose. Enfin bref, tout ça pour dire que Victor Hugo va vivre dans sa vie 3 exils différents. Le premier à Bruxelles, le deuxième à Jersey et le troisième à Guernesey. Le troisième qui va durer près de 20 ans. Et ce qui est dingue, c'est qu'à chaque fois, ce sont des exils volontaires. C'est lui qui va s'enfuir, quitter la France et s'enfermer dans des îles ou dans des lieux où il sera assuré sa protection. Et il va profiter notamment de son exil à Guernesey pour écrire un monument de la littérature poétique qui s'appelle La légende des siècles. Ça naît d'une vision, il le raconte dans son premier poème, c'est un recueil gigantesque, et il dit « Je suis face au mur de l'humanité ». Voilà. Et il se dit « Tiens, je vais écrire l'histoire de l'humanité, l'évolution de l'humanité ». C'est une épopée incroyable qui a été éditée en 3 parties successives, qui aujourd'hui est rassemblée. Alors c'est un paveton énorme, il y a plus d'une centaine de poèmes. Ça parle de religion, de philosophie, d'antiquité, de christianisme, de l'histoire, de l'homme, de la révolution, enfin c'est un fouillis énorme dans lequel il y a des choses incroyables qui sont écrites dedans, et notamment un poème où il raconte son père, qui était colonel dans l'armée de Napoléon, et qui, après la bataille, un soir, va faire un mouvement qui est extraordinaire, de bienveillance, d'amour, d'humanité. Et alors, après la bataille, c'est un poème qu'on ne connaît pas très bien le titre, mais le premier vers vous dira quelque chose. Ça commence comme ça. « Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul hussard, qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « À boire, par pitié !» Mon père, ému, tendit à son hussard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » Tout à coup, et là je vous laisse deviner la suite, je vous mets le lien en dessous, c'est vraiment un poème extraordinaire à lire, je vous invite à le découvrir. Évidemment, comme souvent chez Hugo, tout se joue dans le dernier vers, donc lisez-le jusqu'au bout, c'est très facile, c'est très cinématographique, on est complètement dedans, c'est un très très grand moment de la littérature. Voilà, se plonger dans Victor Hugo, c'est se plonger dans une épopée extraordinaire, l'épopée de la France, l'épopée d'un homme, l'épopée d'un homme politique et d'un écrivain. C'est quelqu'un qui est très moderne, très engagé. Lisez sa poésie, vraiment lisez-la, parce que je sais que ça fait peur, ce sont souvent des volumes très épais, mais picorez, regardez à droite à gauche, prenez ce que vous aimez, laissez ce que vous n'aimez pas, il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. C'est extrêmement bien écrit, c'est d'une facture incroyablement fine et délicate, c'est de la dentelle, et en même temps c'est monumental, enfin voilà, il y aurait des tas de choses à raconter sur Victor Hugo, la bataille d'Hernani où les gens se frappaient à coups de poing dans un théâtre à la Comédie Française pour savoir si Victor Hugo en valait la peine ou pas, enfin il s'est passé énormément de choses dans sa vie, il y a forcément quelque chose qui va vous plaire, donc je vous invite vraiment à le découvrir. D'ici là, je vous souhaite toujours un très bon confinement, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, les notifications, tout ça, et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À très bientôt.